Mon père, c'est un héros. Je m'énervais ou bien je pourrais faire du tennis. Au revoir, ciao les gars. Je vais vivre mon rêve américain. Voilà, c'est ça. Bye. Ciao. Il y avait les gens qui se moquaient de moi. The heck is nice. Ouais. Mais ça m'a fortifié. Ouais. Aider les filles et l'éducation. Tu dois toujours faire attention. Ouais, c'est chaud. Est-ce que tu vois dans les films, quand le protagoniste se retrouve face à un danger imminent, et que là, d'un coup, il y a le héros qui arrive pour le sauver? Bah en fait, M'Voul dans l'histoire, c'est un peu un héros en fait. Combien de fois ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation où j'avais besoin rapidement, mais genre très très rapidement, d'argent, et que bah je savais pas comment faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je vais dans l'application M'Voul et je demande en fait à être dépanné d'un certain montant. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide, limite instantané, et deuxièmement, je veux dire, te demande pas non plus de grosses paperasses. Donc franchement, hyper pratique à retenir. Alors aujourd'hui dans Storytime, on a le grand plaisir d'accueillir Christina. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, peut-être, pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter comme tu te présenterais dans la vie de tous les jours? Alors moi, je m'appelle Christina Rakotoubé, j'ai 18 ans, je suis métisse franco-malgache et je fais mes études aux États-Unis. J'ai grandi à Madagascar toute ma vie et je joue au basket à plein temps. Yes, justement, ça, on en reparlera plus tard, justement, du fait que, bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent par rapport au basket. Est-ce que tu pourrais nous dire, Christina, quand elle était plus petite, quand elle était enfant, quand elle était ado, elle était comment? Alors moi, je suis une fille qui a toujours eu un très fort tempérament, genre j'ai toujours su ce que je voulais faire, et puis si ça allait pas de la manière que je voulais, je m'énervais ou bien je me disais si c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Mais j'ai toujours été aussi super active, donc je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec le sport, en lien où je devais utiliser mon énergie. Et depuis toute jeune aussi, j'ai toujours eu beaucoup de valeurs concernant certains sujets et je les utilise encore aujourd'hui. C'est ce que je suis, c'est ce qui m'aide à faire ce que j'aime. Genre parmi les grandes valeurs que tu as aujourd'hui, si tu veux par exemple citer une ou deux, ce serait lesquelles? Alors moi, je me dis toujours qu'il faut que j'aime tout ce que je fasse. Donc je me mets jamais dans une situation où je fais quelque chose que j'aime pas. Je fais toujours tout ce que je fais avec beaucoup d'amour. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à faire ce que je fais tous les jours parce que j'aime ce que je fais. Et une autre, c'est que j'adore aider les gens. Donc j'aime quand mon travail permet d'aider d'autres personnes dans la vie en général. On peut dire que t'es quelqu'un en fait de vraiment passionné en fait. Ouais. Tu prends les choses vraiment à cœur quand tu le fais. Ok. Et alors toi, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est que Christina à la base, toi tu faisais surtout du tennis. C'est ça. C'est ton papa qui t'a initié. Exact. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce sport-là? Je pense que c'est vraiment le challenge mental. C'est vraiment un sport où c'est vraiment toi contre toi-même d'abord, puis toi contre l'adversaire. Donc ça m'a appris beaucoup de leçons sur comment gérer mes émotions et comment vraiment surpasser toutes les choses, genre accepter qu'il y a des choses que je peux pas contrôler et des choses que je peux contrôler et que je dois mettre toute mon énergie dans les choses que je peux contrôler. Puis après aussi, je te cache pas que je suivais tout ce que mon frère faisait. Ouais. Donc si je voyais que mon frère faisait du tennis, je courais faire du tennis. Mais c'était vraiment super sympa. Okay. Donc voilà. Et à l'époque, est-ce que je veux dire, t'es vraiment à fond dans ce sport? Et donc, pendant cette période-là, t'as à peu près quel âge, 12 ans? Ouais, 12 ans. Tu as le temps, on va dire, d'avoir, je mets des grosses guillemets, mais une enfance normale, tu vois. Ouais. Genre où, bon voilà, tu vas sortir avec les copines, tu vois, je sais pas, faire des programmes, ou est-ce que c'est vraiment, dès que t'as du temps libre, c'est le tennis? C'était le tennis. Ah ouais. Le tennis. Et je pense que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles, à la fin, j'ai plus vraiment apprécié, parce que je pense que j'essayais d'accomplir le rêve de d'autres personnes. C'était pas vraiment mon rêve de faire du tennis. Je savais que je voulais faire du sport, mais je pense pas que je faisais ça pour moi. Je faisais ça parce que je voyais mon frère le faire. Je faisais ça parce que c'était mon père qui nous avait initiés au tennis depuis le plus jeune âge, mais c'était pas forcément parce que genre j'appréciais de faire du tennis. J'aimais bien le challenge, j'aimais bien la compétition, mais c'était pas quelque chose que je voulais faire à long terme. Et le jour où
tu leur dis justement à ton frère, à ton père que voilà, tu vas arrêter le tennis. Comment ça se passe un petit peu? Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que je pense à 12 ans, j'ai été opérée de l'appendicite et 1 an après, j'ai eu une occlusion intestinale. Donc, faire un comeback, c'était vraiment super dur. Donc, j'ai juste décidé d'arrêter le tennis parce que je pouvais plus suivre le niveau. J'étais vraiment trop derrière. Donc, j'ai dit à mon père que j'en pouvais plus. Puis, quand t'as 12 ans aussi, la pression, c'est beaucoup. Surtout que, t'es obligé d'être la meilleure parce qu'à Madagascar, si t'es pas la meilleure, tu trouves pas d'autre solution pour sortir, de là où t'es. Donc, je leur ai dit que je me sentais plus à la hauteur de continuer ce challenge et puis, j'ai arrêté. Et, c'est là que j'ai commencé à jouer au basket. Quand tu disais, sortir de là où là où tu étais à ce moment-là, tu le décrirais comment? Je dirais que tu joues pas seulement pour être championne de Madagascar ou genre pour le plaisir ou pour être en forme. Tu joues surtout pour aller dans les compétitions internationales, avoir des bourses dans d'autres académies genre à l'international. Donc c'est ça, le sortir en fait, sortir de Madagascar, sortir de cet endroit où les opportunités sont tellement limitées, t'es obligé d'être le meilleur. À partir du moment où tu voulais faire du sport, tu savais en fait que c'était obligé quoi si tu voulais percer dedans. Puis mon père il nous a éduqués dans le truc où c'est soit tu fais à 100%, soit tu fais pas quoi. Soit t'es la meilleure, soit fais pas juste pour faire. Faut que tu fasses vraiment pour être forte. Du coup bon, limite en fait, je dis pas que ça t'a arrangé, mais le fait que tu aies eu ces opérations là, ça, bon tu t'es dit c'est le moyen de voilà. Bye. Ciao. C'est limite tout ce que j'attendais, une ouverture pour. C'est ça. Et donc direct après ça, tu t'inities au basket ou il y a quand même un petit temps de pause où tu te demandes qu'est-ce que je vais faire? 1 an de pause, puis au lycée, un bas de bébé, je faisais genre plusieurs sports. J'ai essayé le volley, j'ai essayé la natation, puis à la maison, je mangeais, je grossissais. Et ma mère, elle me disait, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Là, faut que tu continues de faire du sport. Donc, un jour, mon cousin, en fait, il jouait au basket à Mamasne et il me dit, viens, franchement, il y a plein de clubs là-bas, ils vont t'aimer. Puis toi, t'es grande, joue au basket. Donc, je vais à Mamasne et je tombe sur un club et je suis restée dans ce club plusieurs années. C'est quoi on va dire, qu'est-ce que t'as ressenti la première fois où, voilà, j'ai envie de dire, tu prends vraiment le ballon en main et tu te dis, ah tiens, je vais essayer de faire ça sérieusement. Est-ce que tu sens que, bon, j'imagine, forcément, il y a une différence avec le tennis. Déjà, tu vois, c'est pas les mêmes mouvements, tout ça. Et justement, est-ce que ça, par exemple, ça t'a un petit peu, on va dire, déboussolé d'une certaine manière au début? Parce que, bon, moi, par exemple, j'ai beaucoup de proches qui jouent au basket. Et moi, je t'avoue, le fait de dribbler, tu vois, surtout avec la main gauche, parce que moi je suis droitier, ça me frustre et en fait je me sens idiot comme ça et donc je les ai pas suivis dans le truc, tu vois. Toi c'était comment moi ce qui m'a déboussolé c'était pas vraiment genre les changements de mouvement ou tout ça. Je pense que c'était vraiment le fait que je me sentais pas dans le bon environnement. C'est-à-dire que les gens qui jouent au basket à Madagascar sont, je dirais, des gens je vois ce que tu dis. Je sais pas comment expliquer ça. C'est ça, genre. Je crois capter, genre. On vit pas vraiment la même routine tous les jours. On vient pas des mêmes endroits, on fréquente pas les mêmes lieux. Donc, en arrivant là-bas, tout le monde m'appelait Vaza, quoi. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Ouais. Donc, c'était vraiment dur pour moi de m'intégrer parce qu'il y a les gens qui te parlent juste pour avoir des choses. Il y a des gens qui te parlent juste pour, pour savoir comment elle est ta vie, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment dur pour moi de m'intégrer. Et aussi, je parlais pas franchement, genre, j'avais honte de mon malgache parce que je parlais avec un accent. Donc, il y avait les gens qui se moquaient de moi. Donc, c'était vraiment dur. Et beaucoup de gens aussi ont commencé en grandissant, à dire que mon succès était égal à là où je venais et parce que j'étais blanche comparée à la plupart des gens qui sont là-bas. Donc, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a déboussolée. C'était vraiment le temps d'adaptation. Puis, quand ils ont compris que, on vient du même monde, quoi, j'étais pas là pour les juger, j'étais pas là pour les rabaisser ou quoi que ce soit, c'est là que ça a commencé à bien se passer. Ouais, à 14 ans quand même, dans un environnement comme ça. C'est ça. C'est vrai que c'est pas... Enfin, je pourrais vous dire que c'est pas le top, mais c'est vrai que clairement, il y a peut-être, on va dire, plus safe comme environnement pour le côté plus mental, quoi. Mais je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que moi, j'ai grandi au lycée français. C'était une toute autre réalité. Donc, arrivant à Mamasne, une fille d'un bas de B à Mamasne, tu te dis, waouh, le choc, quoi. Mais ça m'a vraiment beaucoup permis de rester humble et de voir à quel point j'avais de la chance quand même d'avoir tout ce que j'ai dans la vie. C'est au bout de combien de temps que tu comprends, toi, que ça y est, le basket, c'est ta voie? Donc moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 15 ans et après quelques mois, là où j'ai commencé, on me dit, bon, on va au championnat de Madagascar à Majunga.
et on gagne. Et j'adore le sport. Je me dis, j'adore le sport collectif. Ouais. Là, c'est plus moi seule sur le terrain. Je veux continuer à faire ça. Puis c'est là que le déclic est venu. Je me suis dit, je vais faire ça. Genre, première participation, première victoire directe. C'est ça. Ah, ok. C'est plutôt pas mal, ça. Ça, par contre, pour le mental, c'est pas mal, je pense. Ok. Exact. Ok. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Madagascar, tu vois, qui sont passionnées par le sport, qui aimeraient en vivre, mais qui clairement aussi, effectivement, on voit que Madas, que c'est relativement limité encore dans ces domaines-là. Toi, aujourd'hui, tu fais sport-études aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, peut-être, et partager, c'est quoi les différents steps, les différentes étapes, en fait, que tu as dû passer pour pouvoir en arriver là, pour que, voilà, les potentiels sportifs qui nous regardent aujourd'hui et qui, un jour, tu vois, souhaiteraient peut-être, qui sont dans le tennis, peut-être ils veulent aller en Espagne un jour, tu vois, bah voilà, puissent avoir une idée un petit peu, tu vois, de ce qui se passe derrière en behind the scenes, quoi. Ouais. Donc, en vrai, c'était vraiment juste le travail personnel. Ça n'a rien à voir avec les fédérations, ça n'a rien à voir avec toutes ces grandes personnes qui disent qu'ils peuvent t'envoyer quelque part. Moi, ça a vraiment été un coup de bol. Donc, en été 2022, j'ai rejoint l'équipe nationale et par coïncidence, quelqu'un du Ghana est venu et il recherchait du talent masculin. Et il parlait que anglais. Et un jour, je l'ai rencontré, puis il cherchait quelqu'un pour genre parler de anglais à français parce qu'il pouvait pas communiquer avec les gens. Donc c'est moi qui devais faire la traduction. Et il me dit, mais toi aussi tu joues au basket? Et je lui dis oui. Puis il vient voir mes matchs, il voit que j'ai quand même le niveau et tout. Et il me dit, toi aussi je vais t'aider parce que tu m'as aidé. Donc c'est comme ça que j'ai réussi. Sérieux? Ouais, moi c'était vraiment c'est trop ouf, ça, quand même. Un gros coup de bol. Ouais. C'est ça. Donc après ça, le process allait vraiment très très vite. Je me souviens, j'étais en classe de terminale et du jour au lendemain, je suis partie pour aller aux États-Unis. J'ai pas passé mon bac. Je suis partie. Ah oui? Ouais, c'est ça. Ok. Je suis partie aux États-Unis. Donc, comment ça marche en général quand un coach veut te voir? Tu dois leur envoyer genre tes clips, genre tes films. Puis il regarde si t'as le niveau, il regarde ta taille. Donc moi, ma taille, c'était vraiment mon avantage, je dirais. C'est que j'ai la taille. Et je pense que ça, c'est un souci un peu à Madagascar, c'est qu'on n'a pas vraiment la taille qu'il faut. On a le talent. La taille, après, c'est compliqué. Ouais. Et aussi, je pense, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que mon père était capable de payer mon billet d'avion. Il était capable de payer beaucoup de frais personnels que la plupart des gens n'ont pas forcément les moyens pour aller à l'étranger en ce moment. Mais oui, donc t'envoies tes films, puis si les coachs ils sont intéressés, ils te font un papier pour faire toute ta demande de visa, etc. Puis si tout se passe bien, t'as ta demande de visa, puis tu vas à l'étranger et ça se passe bien. Ok, on va reprendre le fil de discussion. Juste là, on a un truc qui s'appelle en fait Fast Check. Je te propose 2 choix et en fait tu choisis juste parmi les 2 choix ce que toi tu préfères. Ça marche. Jeu des îles ou jeu de la francophonie? Ouh. C'est sûr. Ça commence dur. Jeu des îles. Ok. S'entraîner le matin ou s'entraîner en soirée? Oh, le matin. Nike ou... Bon, j'ai écrit Adidas, mais tu mets des Reebok, du coup. Ok, direct. Il y a pas de... C'est mon côté américain, ça. Et en plus, aux États-Unis, c'est ça qu'on dit Nike, en plus. C'est ça, Nike. Ça, c'est un truc que je peux pas m'y faire, tu vois. Mais moi aussi, en plus, ils se moquent de moi. Chaque fois, je dis, let's go to Nike. And you're like, what the heck is Nike? Is that a new brand? I know. Pivot ou menard? Pivot. Moufakunj ou peanut butter jelly sandwich? Moufakunj. Ew, who eats peanut butter jelly sandwich? Ça passe pas? I never tried it. Ok. Routine sport ou routine skincare? Oh, j'adore ma skincare. Let's go. Là, on a une question du public. Donc, c'est en fait quelqu'un qui suit le podcast sur les réseaux. La personne ne savait pas que c'est toi qui allais y répondre. Quelle était l'étape la plus difficile durant ton parcours? Et qu'as-tu fait pour t'en sortir? Je pense que c'était de voir que ma mère allait pas être présente dans ce que j'allais faire. J'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans d'un cancer. Et donc, c'est dur de
tu vois, de réussir et de pas avoir les proches que t'aimes pour t'encourager et tout ça. Mais ça m'a fortifié. Ouais. C'est vrai que quand on perd un être cher à un jeune âge, comment on fait pour deal avec ça? Est-ce qu'on deal vraiment avec, Ouais. tu vois? Ben moi, c'est vraiment ma foi. Hein. C'est vraiment ma foi qui m'a permis de passer, pas passer à autre chose, mais de continuer à avancer. Puis mon père, c'est un héros. Il a réussi à être le père et la mère tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment la famille. Chapeau, ouais. T'arrives aux États-Unis. C'est la première fois que tu y vas? Non, c'était je pense la deuxième fois. Je suis allée en vacances quelques années plus tôt, mais vivre, c'est tout un autre monde. Ok. Et donc, t'arrives là-bas. Et comment ça se passe? Genre, t'es à l'aéroport, t'es en Virginie, c'est ça? Donc, mon histoire, elle est un peu folle. Ouais. Parce que de base, je devais être à LA. Ok. Et, c'est vraiment l'opposé. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, moi, j'aurais dû faire plus de recherches sur là où on m'envoyait au début. Mais en fait, on m'envoyait dans une école publique à LA. Et le souci, c'est que moi, je devais rester 2 ans. Et une école publique, ils peuvent te donner que 1 an. Donc, ils m'ont dit, ouais, on peut pas te donner de papier et tout. Donc, moi, de base, j'étais venue avec un visa touriste. Donc, ils me disent, ouais, on peut pas te donner de papier pour que tu restes en tant qu'étudiante, etc. Donc, on te propose de rester en tant que clandestine. Donc, moi, je leur ai dit, c'est chaud. Moi, je reste pas ici. Ah ouais, c'est tendu, hein. T'arrives aux États-Unis, on parle de clandestinité, tout ça. Donc, mon père, il a dit, non, c'est chaud, on reste pas ici. Puis la vie à LA, c'était vraiment hyper cher. Donc, c'était vraiment l'endroit où je voulais pas rester. Donc, on the way back, mon père, il est là, bon, j'ai de la famille en Virginie, à DC, on va s'arrêter, on va dire bonjour, puis on repart jusqu'à Madagascar. Puis on s'arrête en Virginie et on rencontre mon coach et là, il me dit, oh, vraiment, j'aime beaucoup comment tu joues. Et c'était une école privée. Et donc là, il me dit, c'est bon, on a tes papiers, tu peux rester. Donc c'était vraiment un autre coup de bol. Attends, donc en fait, à la base, t'es parti là-bas et t'allais revenir au pays, en fait. Ça, genre, ah ouais, ok. J'allais revenir au pays. Ah, tu devais être un peu comme ça, quand même, à un moment. Moi, j'avais quitté le lycée, tout. Ouais. Dit, moi, je reviens plus. Au revoir, ciao, les gars. je vais vivre mon rêve américain. Voilà, c'est ça. Et 2-3 semaines plus tard, j'allais revenir. Ok, waouh. Ouais. Ah, c'est incroyable, C'est ça, donc vraiment, gros coup de chance aussi. Ah, incroyable. Non, mais c'est là où tu vois aussi que, parce que toi, du coup, t'as à la fois, c'est vrai que tu vois, quand Dieu est à l'œuvre, c'est vrai que parfois c'est ouf. Des fois, on pense que c'est over, il y a plus rien et tout, et là, de nulle part, tu vois, il sort quelque chose. Et je pense que Dieu, il a vraiment essayé de me dire, mais Christina, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en gros, ça s'est passé quelques années après le décès de ma mère. Et après le décès de ma mère, j'avais beaucoup de rancune envers Dieu. J'étais vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi, dans ma vie? Et j'essayais vraiment de te faire tout toute seule. Et ma vie, c'était vraiment, j'essayais de faire du basket et les études. Et c'est comme ça que j'essayais de pas ressentir la peine en restant occupée. Puis moi, quand j'ai eu ma bourse, enfin, pas ma bourse, l'école, à LA, je me disais, bon, ben, je peux tout faire toute seule, j'ai pas besoin de Dieu. Et il y a rien qui a marché. Et c'est là que je suis revenue vers Dieu. Et je me suis dit, bon, ben, Dieu, il y a que toi qui peux vraiment changer ma situation actuellement. Et, voilà. J'ai eu ma bourse. Beau témoignage. Ah, du coup, t'as eu une bourse aussi quand t'étais là, j'ai ma bourse aux États-Unis. Je suis vraiment bien. Ok, d'accord. Et t'es aux États-Unis, en Virginie, donc, et ça se passe comment le logement, tout ça, tu vois, genre, Alors moi, c'était chaud parce qu'il y avait pas d'internat là où j'étais. Donc mon père a dû prendre un appartement pour moi. Il est resté avec moi 8 mois, je pense, pour voir quand même, il est resté vraiment. Il a vraiment mis sa vie sur pause pour être avec moi et pour vraiment que je m'intègre bien. Et après ça, du coup, c'était vraiment un budget quand même, l'appartement. C'est ça que je disais que c'est pas forcément facile pour tout le monde parce que il faut avoir le budget pour quand même partir aux États-Unis. L'opportunité sera là. Les États-Unis sont remplis d'opportunités dès que tu arrives là-bas. Après, il y a vraiment beaucoup de choses que tu dois sortir de ta poche. Et la première année aussi, il pouvait pas me donner une bourse complète. Donc mon père a dû payer une partie de mon écolage. Et l'année d'après, du coup, cette année, c'est là qu'ils m'ont donné genre une bourse. Ok. Et est-ce que genre par exemple cette bourse-là, l'attribution de ta bourse en deuxième année dépendait par exemple de tes perfs et tout ça, ou est-ce que c'était déjà assuré? Elle dépendait de mes perfs. Ok. Ouais, lourd. Ok. En fait, c'est une pression supplémentaire en plus de te dire, bon, voilà, si je peux alléger papa, bon, faut quand même que je me donne à fond. Exact. Bon, c'est vrai que t'étais déjà allé aux États-Unis une fois avant ça, mais qu'est-ce que tu as vu vraiment comme gros écart, tu vois, entre Mada et les États-Unis? Je pense que c'est vraiment à quel point les gens ils font tout pour que tu réussisses dans ta vie. C'est-à-dire que même à l'école, on a vraiment l'accès à beaucoup de professeurs, on a l'accès à beaucoup de ressources, des gens qui sont là pour t'aider à réussir dans ta vie. Et que même que ça soit dans le monde du sport, quand tu vois les infractions
les infrastructures, le nombre de ballons qu'on a, les chaussures qu'on te donne, tu te dis, mais en fait, comment je peux ne pas réussir ma vie ici? Sérieux? Alors, ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment incroyable comme le C'est gap. C'est ça. Genre, le budget qu'ils mettent pour aider les élèves, c'est ouf. Et donc, là, récemment, justement, t'es gagnant, si je dis pas de bêtises, c'était le State Championship avec ton équipe. C'est ça. Félicitations par rapport à ça. Merci beaucoup. Une fois que ça s'est fait, parce que vous avez gagné, c'était en même temps aussi donc ta senior year, enfin c'est donc c'est la terminale, donc c'est ça. C'est ça. C'est quoi la suite? Donc là, je suis dans le process pour être recrutée pour l'université. Donc, soit je vais jouer en division 1, division 2 ou 3. Donc, en division 1 et 2, ils te donnent des full scholarships, genre une bourse, vraiment, ils prennent tout en compte. En division 3, ils te donnent que des bourses pour les études. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir de très bonnes notes, parce que l'argent aussi qu'ils te donnent dépend des notes que t'as, quoi. Donc, moi, j'essaie de soit jouer en division 1, soit division 2. Mais là, du coup, tout le monde est dans sa saison, donc le process de recrutement, ça commence quand leur saison se termine. Donc, quand je reviens, c'est là qu'on va vraiment commencer à parler avec beaucoup d'équipes et tout. Ok. Dans l'idée, t'aimerais aller de quel côté des États-Unis? Toujours rester sur la côte est ou est-ce que je me suis créé ma petite famille en Virginie. J'ai rencontré tellement de GAS. Il y a vraiment beaucoup de gens que j'adore. Il y a beaucoup de GAS là-bas. Puis tout le monde s'entraide. C'est vraiment genre une super communauté là-bas. Donc j'aimerais beaucoup rester en Virginie. Mais après, la Moulin, si la Moulin, elle est, moi j'y vais. Effectivement. D'ailleurs, j'étais un peu étonné parce que j'avais vu donc ta photo sur Facebook où c'était ton senior year et je voyais il y avait plein de gars et je me suis dit sur la photo, c'est ça. En fait, il y a toute sa famille qui est venue la voir ou c'est des gens qui étaient déjà sur place. Je me suis demandé OK. Et tout pour m'encourager. OK. Ouais. Et c'est quoi la différence entre, parce que t'as dit la division 1 et division 2 pour scholarship, et la division 3, il y a une bourse, mais c'est pas la même. C'est quoi vraiment? C'est quoi, genre par exemple en 1 et 2, ils payent ton logement par exemple et tout ça? Ils payent tout. Ok, la totale quoi. Ils te payent les billets d'avion pour retourner chez toi, et ils te payent vraiment tout. Ouais. Il y a même des universités, genre on les appelle Power 5, like Duke, Stanford. À la fin de ton année, ils te donnent une voiture et tout. Ah carrément. Mais la différence, c'est que quand tu vas dans ce genre d'équipe, t'as pas le temps pour les études. C'est-à-dire que t'es obligé de faire une matière, they call it major. C'est quelque chose qui est pas super dur parce que c'est vraiment tout ton temps au basket. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis pas vraiment intéressée par devenir pro, aller à la WNBA ou ah bon? Non, c'est pas mon rêve. Ah ouais, sérieux? Je pense que j'accomplirais plus de choses à travers le travail et en faisant autre chose que le basket. Donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup jouer en division 2 pour avoir plus de temps pour moi et pour mes études. D'accord. Et t'aimerais faire quoi comme étude? La science politique. Ok, super intéressant. Avec l'idée quelque part un jour de revenir sur Mada, ou d'abord t'aimerais vraiment développer ça d'abord sur les États-Unis, puis on verra après où la vie t'emmène. Franchement, moi j'adore Madagascar. C'est si je pouvais vivre ici, je vivrais ici. Donc mon but c'est de revenir à Madagascar, mais bon, comme tu sais, le nombre d'opportunités ici est vraiment très limité. Et puis quand t'es déjà aux États-Unis, quand tu finis l'université, t'as déjà plein de propositions de travail et tout. Donc peut-être je resterai là-bas quelques années, puis si j'ai l'occasion, je reviens à Madagascar. Ah, c'est lourd ça. Ok, super intéressant. Donc tu pars sur c'est un bachelor du coup que tu fais? Ouais, donc j'ai 4 ans à faire qui sont obligatoires, mais je pense que je vais faire 8. J'aimerais bien faire 8, aller jusqu'à un doctorat. Genre c'est l'équivalent d'un PhD ou est-ce que c'est pas la même chose? J'aimerais bien faire un doctorat, puis peut-être même poursuivre si je peux. Ah ouais. Ok, et peut-être juste, je reviens un tout petit peu en arrière. Les tests que tu as fait lors de ta dernière année de lycée, c'est quoi? C'est genre tout ce qui est SAT et tout ça? Donc ça, c'est d'autres types de tests? Non, ça, c'est plus obligatoire. Ça dépend vraiment des universités où tu veux aller. Je dirais que c'est juste un bonus pour que les gens y voient ton score. Parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui savent le prendre et des gens qui savent pas le prendre. Donc on devrait pas juger l'intelligence de quelqu'un à travers un test. Donc c'est vraiment tes notes en général. Donc c'est ça qui m'a rendue trop contente. Je n'ai pas pris le bac. Donc quand on m'a dit je vais aux États-Unis, moi je suis ok, je passe pas le bac. Donc c'est vraiment sur toute l'année en fait, vraiment que ça compte. C'est ça, c'est toute l'année que ça compte. Super. Pourquoi la science politique? Mon frère fait de la science politique. Non. Ton ressource. En vrai, comme je t'ai dit, moi j'adore aider les gens et une cause qui
me touche beaucoup, c'est je déteste l'inégalité homme-femme. Et je pense que notre système l'éducation ici à Madagascar, c'est pas quelque chose je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment développé et c'est quelque chose que j'aimerais aider à faire dans le futur, aider les filles et l'éducation. Waouh. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois quand bon, parce qu'aujourd'hui c'est que t'es encore quand même relativement à fond dans le basket, tout ça, tu vois. Est-ce que c'est plus facile aux États-Unis de développer, par exemple, des partenariats avec des marques ou autres qui puissent t'aider, tu vois, dans ton aventure justement dans le basket, ou est-ce que, parce que je sais pas, t'es ambassadeur de Nemvoul notamment, mais est-ce que là-bas aussi c'est possible de développer ce genre de partenariat? Ouais, c'est possible, mais je pense que je suis pas vraiment le profil qui les intéresse parce que les marques vont vraiment aller dans des très très grands joueurs, vraiment des joueurs qui sont en Team USA, tu vois. Donc c'est chaud quand même de réussir à avoir des marques comme ça qui vont t'aider. Donc est-ce que si jamais aujourd'hui, vu que tu as envie de t'orienter sur la science politique, que idéalement je préfère aller en deuxième division plutôt qu'en première, est-ce que tu penses arrêter le basket au niveau auquel tu joues aujourd'hui? Je sais vraiment pas. C'est vraiment quelque chose qui, même moi, je dois prendre une décision concernant ça parce que quelque chose que j'ai réalisé la différence entre Madagascar et le basket aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de vraiment mental. Si t'as pas le niveau, t'es sur le banc. Si t'as quelque chose qui te manque, t'es sur le banc. On peut te remplacer on peut te remplacer tous les jours, en fait. Il y a des gens qui toquent pour venir dans ton école. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chaud, en fait. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a vraiment aidé à m'intégrer, puis il m'a mis en confiance. Donc ça s'est bien passé. Mais même quand tu vas à l'université, si t'as pas d'argent, on t'enlève si tu joues pas bien, on t'enlève ta bourse. Parce qu'ils vont donner ta bourse à quelqu'un qui peut faire mieux que toi. Donc c'est vraiment beaucoup de pression mentalement. Et, imagine, tu t'entraînes tous les jours, genre 12 heures beaucoup de temps. Je pense ils y vont le matin, puis ils ont genre 2 heures de cours, puis ils vont à la muscu, puis ils s'entraînent au basket, 2 heures de cours, puis ils vont encore le soir pour être sur le banc. C'est chaud ça, non? Genre t'as pas le temps pour les études. Non, c'est chaud. Et tous les jours tu fais du basket, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud mentalement. En plus t'es seul là-bas, tu vois. C'est ça. Même si à la communauté, c'est toi et toi au final, tu vois. Ah oui. C'est une vraie bataille mentalement parce que t'es en compétition avec tes coéquipiers, t'es en compétition avec toi-même. Il y a beaucoup de gens que je connais qui tombent en dépression à cause du basket. Et par exemple, dans mon équipe, on est quand même plusieurs, mais beaucoup d'entre elles ne vont pas continuer parce que c'est beaucoup trop mental. Ah ouais, c'est vraiment trop chaud. Ouais. Waouh. Ok. Et justement, par rapport à ce mental-là, est-ce que toi, t'as une genre de routine, tu vois, genre quelque chose que tu fais, je sais pas, est-ce que tu pries peut-être, tu médites, ou je sais pas, t'as d'autres tips, tu vois, peut-être que tu utilises. Moi, du coup, je prie beaucoup, mais aussi, c'est aussi ne pas se définir par rapport à ta performance sportive. Souvent, quand tu fais du sport, tu te dis, j'ai été trop nulle hier, ça veut dire que je suis nulle, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et ça, c'est un gros travail mental d'arrêter de se définir selon ton sport. Donc, nous, on a vraiment souvent aussi des gens qui viennent nous parler pour checker que notre mental soit OK parce que c'est beaucoup de pression. Du coup, ce qu'ils nous conseillent de faire, c'est d'avoir d'autres activités à côté. Donc, c'est cool d'avoir du basket, mais c'est aussi des choses qui te font plaisir, prendre du temps pour toi. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et c'est quoi tes activités du coup en dehors du basket? Alors, moi, j'adore la poterie. Ah ouais? Totalement opposé, mais j'adore la poterie et c'est quelque chose que je fais quand j'ai du temps libre. Ok, c'est genre quoi, il y a une asso ou un truc comme ça qui fait, ou c'est chez toi et tu... Genre, on a des classes là où tu peux aller quand t'as du temps libre et j'adore faire des petites tasses à café, des assiettes. Waouh, ok, sérieux. Donc là, t'as toute une collection chez toi, là, qui commence à s'accumuler. Ok, c'est pas intéressant. Mais j'avoue que ça va être grave dur en vrai parce que là, tu le dis comme ça, tu vois, genre le fait de pas se définir par rapport à ses perfs. Mais c'est vrai que quand limite t'as tout misé sur un sport, c'est vrai que quelqu'un a beau te dire te définis pas par rapport à tes perfs, je veux dire, si au shoot ta précision pendant 3 semaines de suite t'as 15%, tu vois, tu vas commencer à te dire voilà. Et d'ailleurs tu le disais tout à l'heure, mais à un moment tu t'habitais donc toute seule du coup. Mais aujourd'hui maintenant t'as aménagé avec une coloc. C'est ça. Est-ce que c'est plus en mode elle est venue te voir ou t'allais la voir en mode dis ça te tente, ou en même temps comme par hasard vous avez eu tu vois un truc, une onde qui dit genre limite vous dites en même temps viens, c'est bon, on emménage ensemble, tu vois?
Alors, ma copine, elle est métisse américaine-indienne Ouais. et sa mère, elle est venue quand elle était super jeune. Mhm. Et quand elle a entendu que j'étais toute seule, ça lui a fait tellement mal au cœur parce que je pense qu'elle s'est retrouvée dans la situation quand elle était plus jeune où s'intégrer dans un nouveau pays, c'est chaud, tu vois. Donc, elle m'a dit, franchement, viens à la maison. Elle a aussi 2 grands frères qui sont à l'université, donc la maison, elle était vraiment vide. Donc, ça avait beaucoup de place pour m'accueillir. Donc, elle m'a dit, Waouh. Sérieux? vraiment bien. Ouais, Ok, c'est ça. ok. Et genre, c'est pas trop loin de Non. l'université, enfin, de C'est ça, l'école, quoi. c'est Ouais. 15 minutes de la maison. Ok. Genre, tu vas quoi? Tu vas à pied ou tu vas en skateboard? Alors, Je sais les pas. États-Unis, c'est chaud parce que si t'as pas de voiture, ben, t'es dans le caca. Ah ouais, ouais, il c'est faut, technique. faut vraiment Ouais. avoir une Ouais. voiture. Ok, ok. Donc, elle nous emmène tout le temps à l'école et tout. Donc, Waouh. on a à peu près le même emploi du temps parce qu'elle joue aussi au basket. Donc, Mhm. on est tout le temps ensemble. Ok. Ouais, en plus, surtout, pendant les périodes hivernales. Ah ouais, c'est chaud. Surtout sur la côte est, là, C'est je crois que chaud. c'est tendu quand même un petit Ouais, peu. Hein, c'est Ok. Et toi, justement, le fait d'être là-bas aux États-Unis en train de faire ton chemin, ou un de ton frère, du coup, qui, donc, Ouais. tu m'as dit, est à Paris, ton père qui est à Mada, Mhm. c'est pas quand même dur? Genre, des fois, est-ce que t'as pas ce truc qui te dit, le confort familial, forcément, enfin, Ouais. vous êtes 3, tu vois, donc vous avez envie de garder ce lien, tu vois, tu te dis pas, je sais pas, je vais revenir à Mada ou je vais aller sur Paris, peut-être, par exemple, tu vois. Uh-huh. Ça t'arrive pas des fois d'avoir ce genre de pensée Ben si, franchement, surtout que nous 3, on est vraiment super proches. Après le décès de ma mère, on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Donc moi et mon frère, on n'est pas comme les frères et sœurs qui s'aiment pas. Genre, mon frère, il veille vraiment tout le temps sur moi je veille sur mon frère. Puis mon père, il est vraiment présent dans nos vies. Après, on se parle pas tous les jours, mais quand on se parle, ben c'est rempli d'amour et bienveillance. Donc c'est vraiment sympa. Puis on fait notre max pour essayer de se voir quand on peut. Je pense que ce qui me manque un peu, c'est la possibilité d'être une enfant. C'est pas quelque chose... C'est pas un luxe que j'ai aux États-Unis, c'est-à-dire que je peux pas m'amuser comme tout le monde, c'est-à-dire que des fois je dois être mon propre parent. J'ai dû être très mature très rapidement. Donc quand je reviens à Madagascar et que je suis avec mon père, ben je redeviens une enfant et j'adore ça. Ouais, bah je m'étonne. Et d'ailleurs aux États-Unis par exemple, j'imagine tout ce qui est enfin grosses fêtes et tout ça, c'est hyper rare quoi parce que du coup forcément vu que toi tu t'entraînes tous les jours, j'imagine on peut pas y aller. on peut pas y aller c'est ça. Okay. C'est ça. Dans un avenir, on va dire, relativement proche, tu vois, est-ce que tu penses que tu auras, tu seras à un stade où tu peux te dire, j'ai réussi, tu vois, genre, c'est quoi, tu vois, comment tu définis ta réussite à toi maintenant, aujourd'hui, maintenant que bon, pour le basket, le State Championship, bon, voilà, c'est bon, tu vois, bientôt tu vas à l'université, dans les 3, 4, 5 années à venir, comment toi tu définis ta réussite à toi? Bon, je dirais déjà, c'est avoir des diplômes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, les études. Et sinon, en vrai, en parlant de réussite, on nous a fait faire un travail récemment qui est d'écrire la 10 succès qu'on a eu dans nos vies jusqu'à maintenant. Et j'écrivais les miens, puis je regarde celle de ma copine américaine à côté, et elle écrit faire des œufs, et savoir faire des œufs, et savoir faire des choses comme ça. Okay. Et je regarde ma liste et je me dis, waouh, j'ai quand même réussi à accomplir beaucoup de choses avec au Congo, l'équipe nationale, aller aux États-Unis. Donc, je suis vraiment déjà assez fière du parcours que j'ai pu accomplir. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Oui, il y a des choses que je pense que j'aurais pu faire de manière différente et que j'aurais pu faire mieux maintenant. Mais je pense que ça m'a permis d'être la personne que je suis maintenant. Mais je pense que mon succès aussi, ce serait de savoir que j'ai jamais abandonné, que j'ai continué à travailler fort, même si les choses étaient vraiment dures, quoi. Genre, qu'est-ce que tu penses que t'aurais pu faire mieux dans ton parcours, une chose que t'aurais pu faire mieux? Ne pas jouer avec de la peur. Je pense que c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Okay. Souvent, par exemple, tu joues en équipe nationale, tu vois les gens qui viennent, qui te regardent et que tu joues bien ou que tu joues mal, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc ça, souvent, ça a eu beaucoup d'impact sur ma performance parce que j'avais peur de ce que les gens auraient pu dire. Et si j'aurais pas eu ce genre de mentalité, je pense que j'aurais pu accomplir d'encore plus grandes choses et d'aller plus loin dans ce que je faisais. Genre se séparer de ce que les gens disent sur toi, c'est ça? C'est ça. Ok. Et tu connais les gars, ils ont toujours quelque chose à dire, que tu fasses quelque chose de bien ou mal. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition justement parce que j'ai vu que tu avais fait un post dans lequel en fait tu partageais le fait que parfois c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement avaient des critiques sur ta personne, sur qui tu es. À ce stade-là, comment on fait pour gérer ce genre de justement de
je vais pas dire que c'est de la haine, mais, tu vois, genre, les critiques constantes comme ça, là, à un moment donné, en plus du fait que toi, tu dois gérer, le basket, genre, imagine, t'as eu une sale journée sur le terrain, tu regardes sur tes réseaux, là, et les gens, ils sont là avec leurs critiques dont on pourrait très bien se passer, tu vois. Comment tu fais là pour, tu vois, genre, te dire, pour pas que ça te touche, parce qu'au final, on aimerait tous, je pense, en tant qu'humain, que ça ne nous touche pas, mais justement parce qu'on est humain, il y a toujours, je pense, ce pincement de se dire, purée, quand même, c'est chaud, quoi, tu vois. Grave. Moi, je dirais que quand je me suis lancée sur les réseaux, c'était vraiment juste pour partager mon expérience, pour aussi notamment aider les filles à comprendre que on avait du pouvoir, quoi. On pouvait vraiment accomplir ce qu'on veut faire si on le veut vraiment. Donc, quand j'ai commencé à recevoir mes premiers commentaires un peu méchants, je me disais, mais vous êtes trop méchants, en fait. Moi, je fais ça pour partager ma vie. J'ai rien demandé. C'est surtout aussi, ils attaquent beaucoup sur le physique. Et ça, c'est chaud, quoi. Surtout quand t'es une fille et que t'es une adolescente, quand les gens attaquent sur le physique, ça, c'est chaud. Mais moi je suis vraiment bien entourée, puis les gens ils m'ont toujours rappelé que je devrais pas me définir à ça, puis souvent je lis puis je me dis en fait c'est pas vrai, quoi. Je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire et je sais où je vais dans la vie, donc quoi que tu dis ça va pas me toucher. Et ça, tu penses, c'est parce que t'es vraiment comme ça à la base, ou c'est le sport qui a fait que t'es... Je pense que c'est le sport. Ouais, Je pense que c'est vraiment le sport, et puis les batailles de la vie en général, quoi. J'ai dû être mature très rapidement, donc j'ai su rapidement qui j'étais, qui je voulais devenir. Ok. Je suis curieux de savoir, quand t'as du temps libre et que c'est du coup, bon, en dehors de l'école, parce que bon, maintenant je sais que tu fais de la poterie, du coup, dans les locaux d'école, c'est comment tu te divertis, c'est quoi, tu vois, que t'aimes bien faire dans la vie Moi, je suis une personne qui adore être toute seule. Donc, j'adore être toute seule dans mon calme, écouter de la musique, et des fois, c'est ce que je fais, je reste dans ma chambre. Juste savoir que je fais rien, en fait. Mon corps en a beaucoup besoin, des fois. Donc ça j'adore, et ça me permet aussi de charger mes batteries, donc ça j'aime bien rester seule. Ok, mais justement tu dis que t'aimes bien rester seule, mais il y a ce côté aussi où parce que bon, j'ai vu du coup dans un autre post encore une fois que tu vois parfois tu overthink certaines choses, tu penses beaucoup, et est-ce que le fait d'être seule justement confronté à toi-même justement ça renforce pas ce côté de je pense tout le temps à plein de choses en même temps et... Ouais, en vrai, ouais. Mais en vrai aussi, c'est... quand tu overthink, ça te permet de prendre un step en arrière et de voir une situation différente. Et des fois, c'est ça qui me permet de prendre de meilleures décisions. Et après, des fois aussi, c'est ça qui me bloque dans mon process de devenir une meilleure personne. Parce que je me dis, et si je fais ci, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et des fois, je pense tellement que l'opportunité, elle est déjà passée. Et ouais, c'est chaud. Ouais, tellement tu penses, en fait, après, tu te retrouves dans l'inaction et du coup, t'es paralysé par tes pensées, en fait, quoi. C'est ça. Et genre, justement, tu penses, quand tu overthink, tu penses principalement, j'ai envie de dire, au passé ou à l'avenir? Ouh, ça, c'est chaud. Des fois, je compare. Je me dis, si je fais ça, je vais revenir à la situation où j'étais, et ça, je veux pas aller là-bas. Et des fois, tu sais, tu overthink dans le sens, dans le futur, où, en fait, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Tu te dis, imagine, je fais ça et j'arrive dans cette situation ou dans cette situation. Et donc, c'est là que c'est chaud, parce que le passé, encore, tu sais où t'étais et tu sais où tu veux pas aller. Mais overthink dans le futur, en fait, c'est un noir complet, quoi. Ouais. Et justement, quand tu overthink, sur le futur, par rapport au fait que, justement, tu crois en Dieu et que c'est que, on a envie de dire, pour nous, je pense, c'est, laisse Dieu prendre le contrôle, ça, tu vois. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a notre côté humain, tu vois, où on est là, j'ai comme envie de contrôler 2-3 trucs, tu vois. Comment tu trouves, justement, c'est quoi la juste, le juste, enfin, l'idéal, tu vois, genre, c'est quoi? C'est genre, tu te dis, allez, je donne le max, après, s'il y a un souci, vas-y, ou est-ce que dès le début, tu vois, genre, tu te dis, Dieu est dans le process, et si jamais je suis déjà dans ce process, c'est que sûrement il veut que ce soit le cas, tu vois, genre. Donc, moi, déjà, dans le sens où je overthink, c'est que des fois, j'ai tendance à oublier le moment présent, parce que tellement je overthink ce qui va se passer dans le futur. Et Dieu m'a rappelé à plusieurs reprises, Christina, n'oublie pas que t'as pris il y a quelques années pour être là où t'es, et là, tu enjoy même pas le moment, tu penses déjà à ce que tu vas faire dans le futur. Et un jour, en gros, après une blessure, je m'étais blessée à la cheville, vraiment très grave, et je suis revenue sur le terrain et je jouais vraiment avec beaucoup de peur, et j'étais en train de overthink everything. Et Dieu, il me dit, Christina, c'était sur ce terrain que tu peux jouer et que je t'ai mis dans cet endroit spécial
c'est que tu vas jouer, en fait. Je comprends pas pourquoi tu joues avec de la peur si t'es dans ce process. Je t'ai pas mis dans cette situation pour que dans quelques jours, je vais dire, bon, ben, ok, c'est bon, je laisse tomber avec toi, j'ai pas de plan. Donc, comme t'as dit, moi, c'est vraiment, je me dis que si Dieu m'a mis dans cette situation, c'est que Dieu a déjà une réponse pour toutes mes questions et il sait où je vais aller, en fait. Et c'est ça aussi, je pense, qui me permet de rester calme. C'est que des fois, on a des décisions dures à prendre dans la vie, tu sais. Mais quand tu sais que c'est quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est au contrôle, ben, tu te dis, ben, quoi que je fasse, en fait, ben, il y a Dieu qui est au contrôle et ça va bien se passer, quoi. Ok. Pour revenir sur la question où je demandais qu'est-ce que tu faisais quand tu avais un peu de temps libre, justement, tu es une sportive de haut niveau, tu vois. J'imagine, par exemple, tu dois pas faire trop de trampoline. Non. Tu vois. Genre, ça, c'est banni, tu vois. Ouais. Et en ce moment, justement, donc, t'es de passage à Mada, tu as profité de la famille, des proches C'est et tout ça. Est-ce qu'il y a des activités, par exemple, ici, que tu sais déjà, par exemple, que tu peux pas faire? Alors que t'aimerais peut-être faire, tu vois, mais que tu sais que c'est dead. Je sais pas, je suis pas quelqu'un de très non plus, qui fait des choses crazy, genre des choses folles. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, par exemple, tu vois, genre, tu pourrais faire, par exemple, du trail, genre marcher, par exemple, sur une montagne, tu vois, mais bon, sur une montagne, tu marches sur un mauvais caillou et puis tu te tords la cheville. On a prévu d'aller faire un trail dans l'Issau. Non. Non, oublie ce que je viens de dire. Ouais. Le trail, quelque chose. Ok, c'est un peu hors contexte, mais je reviendrai jamais de ma vie au Taxi Bay. Quelque chose que je referai jamais, jamais de ma vie. Tu parles de la boîte ou du Taxi Bay là où il y a les... La boîte, j'irai jamais en boîte. C'était technique quand C'était technique, c'était chaud de ouf. Je suis allée 30 minutes, moi je reviens plus, hein. Ouais, sérieux. Moi je reviens plus là-bas. C'est bien quand il fait qu'il y a un peu trop de monde, c'est il y a trop de monde. Okay. C'est chaud, moi je reviens plus là-bas. Ma batterie sociale, elle est redescendue en 5 minutes. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus jamais. Genre, sérieux, tu te dis, ah tiens, je vais m'ouvrir au monde. Elle arrive dans le tutu. Voilà, c'est mort. Ah non, c'est mort. Moi, je suis rentrée direct, je suis pas restée. Et là, d'ailleurs, vous prévoyez de faire la route ou vous prenez l'avion pour partir? Nous, c'est bien, on prend l'avion, puis on prend la route. Enfin, tu supportes, toi, la route, Amada? Ben, en vrai, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Parce que, tu sais, parce que justement, en fait, donc, t'es ici avec certaines de tes amies qui viennent des US, et bon, je sais pas si ça va vous arriver, mais par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, genre, je partais sur la route, et je supporte moyennement la route à la base. Ouais. Et il y a donc, la personne qui conduit la voiture me dit, écoute, j'ai un truc, ça va changer ta vie. Ah ouais? J'y raconte, et il me dit, alors, ce que tu fais, c'est, tu prends un journal. Oh non. Déjà, il a commencé à dire, vas-y, son truc. Ok, je laisse continuer. Tu prends un journal et tu le mets par terre, tu vois, on s'arrête sur le bord de la route, tu le mets par terre et tu t'assois dessus et t'auras plus rien. Et en plus, le truc, c'est que on était accompagné avec une autre personne, l'autre personne se dit, non, c'est vrai, tout. Je dis, attends, explique-moi comment ça peut être vrai, ton truc, là, tu vas me dire quoi que le journal, il aspire tous les mots de tête que j'ai, et je pense que ça risque d'être, par exemple, je pensais à tes amis, tu vois, genre, quand on est confronté à ce genre de trucs de discours et d'histoires, on se dit, ah ouais, quand même, tu vois. Non, en vrai, c'est chaud de ouf. En vrai, je pense qu'elles vont avoir du mal sur le trajet. Mais ça fait partie de l'expérience, c'est partie tu vois. Non, mais clairement. Je peux pas les ramener toujours en avion et garder ce truc américain où on se voyage toujours en avion. Non, tu viens à Madagascar, tu vas voir ce que c'est. Exactement. Non, tout à fait. Et, on arrive déjà plus ou moins vers la fin de la discussion, mais moi, déjà, avant de poser mes dernières questions, je veux savoir, est-ce qu'il y a peut-être un sujet ou une thématique que tu aimerais aborder, mais peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'explorer jusqu'à présent. Là, maintenant, je peux pas. Quelque chose. Je suis en train de penser à ton histoire du journal, là. Teste, si jamais tu me diras. Je dirais. Ça se trouve, c'est un vrai bon plan, mais moi, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, tu es la personne que tu es. C'est quoi les choses que tu aimerais travailler sur toi, que tu aimerais améliorer? Ouh, c'est une bonne question, ça. Bah, déjà, mon problème de overthink. J'arrête. Puis, après, des fois, c'est vraiment dur d'avoir confiance en Dieu. Surtout quand tu vois tout ce qui arrive dans ta vie, tu te dis, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, en fait? Comment je suis censée te faire confiance? Donc ça, c'est quelque chose que je dois travailler aussi, faire confiance à Dieu.
Et les maths. Je suis pas très forte en maths. Ça, c'est quelque chose que je dois travailler aussi. Ouais. Et je pense aussi, continuer à vivre le moment présent et vraiment apprécier chaque chose qui se passe dans ma vie. Je vais faire un parallèle peut-être à ce que tu disais par rapport à la confiance en Dieu. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu estimes en fait que tu fais relativement facilement confiance aux gens en général? Non, pas trop. Pas trop. J'ai ce truc où là, je sens quand je fais confiance à quelqu'un et je sens quand t'es un rigolo, comme moi, je te fais pas confiance. Ouais. Mais ouais, j'ai un cercle vraiment très petit parce que quand tu deviens une personne connue, il y a vraiment des gens qui essaient d'être proches de toi, ils ont pas forcément des bonnes attentions. Donc je garde mon cercle vraiment très petit. T'as eu une mauvaise expérience par rapport à ça, justement, peut-être quelqu'un qui voulait prendre l'avantage de la situation dans laquelle tu te trouves? Ouais. Beaucoup. Même en équipe nationale, il y a pas tout le monde qui est super bienveillant, donc ouais, tu dois toujours faire attention. Ah oui, sérieux? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais d'ailleurs, ce cercle d'amis, ce cercle de proches, comment tu fais pour l'entretenir alors que toi-même déjà tu passes énormément de temps sur le basket? Tu vois, j'exclus ton père et ton frère parce que vous êtes reliés par le sang vraiment, je pense, forever et tout. Mais pour prendre soin des relations avec les autres personnes, tu vois, genre comment tu fais alors que j'imagine que t'as déjà énormément à faire. Alors la plupart des gens que je connais qui sont dans mon cercle, on a le même style de vie, donc on sait ce que c'est de passer notre journée au basket et tout, donc on comprend. Et puis tu sais quand tu sais que c'est tes vrais potes quand vous avez pas besoin de vous parler tout le temps, mais que quand vous parlez c'est comme si vous êtes parlé hier, tu vois. Genre je sais les gens que je vais appeler si j'ai des soucis, et je sais qu'ils vont venir, donc je pense qu'ils connaissent mon train de vie, je connais les leurs, et on s'adapte, quoi. On s'adapte. Ouais. Ok. Dans ces relations-là, c'est quoi, selon toi, le plus important? C'est quoi l'élément le plus important, tu vois, pour toi, dans une relation avec tes proches? Je pense que c'est d'être vraiment là l'un pour l'autre. Y a des potes qui seront là que quand tu fais des choses bien, il y a des potes qui vont te critiquer quand tu fais des choses mal, tu vois. Mais mes potes à moi, ils sont vraiment là que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et ça, j'apprécie vraiment. Si jamais, imaginons, que tu devais choisir un autre pays, une autre carrière, autre que le basket et la science politique, tu penses que ce serait quoi Peut-être que je reviendrai dans le tennis. Des fois, ça me manque. Ouais, des fois, ça me manque un peu. C'est un peu contradictoire, mais des fois, ça me manque un peu. Ouais, des fois, ça me manque un peu. Puis peut-être, je sais pas, peut-être je voyagerai beaucoup. J'adore voyager. Mais pendant, c'est quelque chose que, bon, tu fais, mais peut-être plus dans le cadre des activités sportives, quand il y a les tournois et tout ça, en fait. C'est ça. Ok. Et toi, quand t'es aux États-Unis, t'as quand même le temps de voir un petit peu les autres États, les autres pays, tout ça. J'ai un peu le temps. Bon, quand je peux, j'y vais, mais après, tout est un peu la même chose, je dirais. Les États-Unis, à part les prix. Mais sinon, tu trouves les mêmes choses en Virginie que tu trouves à LA, quoi. C'est à peu près la même chose. Donc. Là, je parle un tout petit peu de Mada pour finir la conversation. Comment est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait améliorer dans le cadre de l'éducation parce que justement, peut-être tu sens que t'as un appel pour l'égalité par rapport entre les femmes et les hommes. Dans l'éducation des femmes, qu'est-ce que tu penses que des filles du coup et des adolescentes filles et des femmes, qu'est-ce que tu penses qui devrait être amélioré ici à Mada, toi qui as la chance de voir un petit peu ce qui se fait aussi dans d'autres pays, qu'est-ce que tu penses Je pense que déjà c'est de comprendre qu'il n'y a pas des rôles prédéfinis dans la vie, et à Madagascar on est encore vraiment dans j'imagine que c'est de la coutume où c'est vraiment les femmes font ci et les hommes font ça, donc déjà en tant que femme quand tu grandis on te donne pas la liberté de penser que tu peux devenir autre chose que ce que ta famille te prédéfinit à devenir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste parce qu'on est rempli de talents, mais on se dit, oh, je dois faire ci parce que ma famille veut que je fasse ça, ou je dois faire ci parce que, même l'État, forcément, ils mettent pas tous les moyens à disposition pour que on puisse s'épanouir. Par exemple, même en équipe nationale ou dans le basket, ils vont vraiment faire tout pour que ce soit les garçons qui soient dans l'avantage comparé aux filles. Les garçons auront plus de traitement en faveur comparé aux filles, et ça c'est vraiment triste, tu vois. Ouais, c'est vraiment triste. Tu l'as ressenti en plus ou moins quand t'étais par exemple quand il y avait l'afro-basket, t'avais les garçons qui habitaient ici au Radisson, puis nous on était dans un hôtel, c'était pas ouf quoi, non, parce que nous on était un petit rabais et c'était vraiment pas ouf quoi, c'était vraiment la galère. Puis quand tu vois ce genre d'inégalité, c'est là que tu comprends vraiment que on a besoin d'éducation pour que les femmes puissent comprendre leurs valeurs et à quel point on peut accomplir de grandes choses quoi, si on sait où on peut aller et qu'on nous met également à disposition les moyens nécessaires pour avancer dans la vie. Ok. Dernière question pour conclure la discussion aujourd'hui. Est-ce que tu es heureuse?
Je pense que j'ai atteint un point où dans ma vie, je peux dire que je suis heureuse. Et encore dans mon truc de pas trop réfléchir, c'est que j'essaie de plus trop me focaliser dans ce qui me rend malheureuse, mais de me focaliser dans ce qui me rapporte de l'amour et de la joie. Donc ouais, je pense que je suis heureuse. Je pense que je fais mon max dans le basket, je fais mon max dans les études. Je pense que mon père est fier de moi, je pense que mon frère est fier de moi. Ma mère aussi, là où elle est. Ma foi aussi, je grandis bien dans ma foi, je grandis bien avec Dieu. Tout se passe plutôt bien dans ma vie actuellement. Et ouais, je pense que je suis heureuse. Bah, super. Bah écoute, franchement, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Et puis, on te souhaite le meilleur pour tes projets pro et perso. Merci beaucoup.